commencer notre conférence, mais la première chose, mettons nos appareils dans le silencieux ou vibration pour que ça ne puisse pas nous déranger. Nous allons commencer par des goûts congolais, hymne national, et la prière, parce que je sais quand même que tout ça passe par le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Et après, nous allons passer par les exposés de nos trois intervenants. Et après, il y aura des questions qu'on puisse maintenant débattre et répondre. Ok, maintenant nous pouvons nous mettre debout. Unis par l'effort, unis par l'effort pour aimer le son. Expliquer la population et le peuple congolais, ceux qui sont au pays et ceux qui sont en dehors de notre pays, pourquoi et que cache l'Office national d'identification de la population qu'on appelle ONITO. La conférence débat animée conjointement par Martin Fayoulou, l'honorable, qui est le président de l'ECID et le coordonnateur de forces acquises au changement. Ensuite sera suivi par M. Ngoï Christopher, qui est le coordonnateur de la société civile de la RDC. Ensuite, on va terminer avec le professeur Kalele, TNC, son parti, et coordonnateur adjoint de forces acquises au changement. La conférence débat tentera de mettre en œuvre toutes les stratégies mises en place par la mouvance kabiliste pour, à défaut de réviser ou de changer la constitution de la République, contourner l'article 220 afin de demeurer au pouvoir longtemps. Et je passe la parole à l'honorable Martin Fayoulou qui nous lise son texte. Merci. Madame Tachar Moussamba, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Excusez-nous pour le retard, c'est dû indépendamment de notre volonté. Voilà le sujet du jour. Que cache l'ONIP? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous remercions très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation de ce jour. Mais avant toute chose, nous vous serions gré de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble, nous puissions observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des massacres insoutenables et répétitifs qui se produisent principalement à Béni depuis 2 mois et plus généralement pour toutes les victimes de l'insécurité généralisée dans notre pays depuis 2 décennies. La situation est inacceptable, totalement inacceptable, elle est révoltante et c'est une preuve de plus que dans notre pays, il n'y a pas d'État ni de paix.
que des compatriotes soient soumis à une insécurité généralisée dans tout le pays, expulsés par exemple du Congo-Brazzaville dans des conditions de plus inhumaines, et personne n'est là pour en répondre. Des milices nationales et étrangères sèment la terreur au Katanga, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema et dans la province orientale. On tue, on viole, on dépossède nos populations de leurs terres. Nos compatriotes errent dans les forêts et personne n'est là pour répondre. Personne ne démissionne officiellement alors que dans les faits, il y a longtemps que ceux vivement démissionné. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, qui réussit dans des conditions de plus difficiles à sauver beaucoup de ces femmes violées. Il mérite notre respect. Alors que son travail humanitaire extraordinaire de défense des droits de l'homme est reconnu mondialement et il est bardé des décorations et des prix de par le monde, 18 au total à ce jour. Rien de pareil en provenance des autorités de son pays. Après un attentat visant son élimination physique, il n'aura d'ailleurs la vie sauve qu'en se réfugiant un temps à l'étranger. Que Dieu le Tout-Puissant le bénisse davantage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour saisir la trame de notre démarche de ce jour, il est utile de rappeler que du fait des crises politiques récurrentes que notre pays a connues depuis son indépendance et des guerres subséquentes qui l'ont particulièrement déchiré de 1996 à 2003, les forces vives de la nation, réunies en dialogue intercongolais, ont constaté que l'une des causes fondamentales à la base de ces crises est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et pour y remédier et donner au pays toutes les chances de se reconstruire, elles ont convenu, dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Il est donc ahurissant que M. Kabila, qui a totalement souscrit à l'accord global et inclusif, et dont il est le plus grand bénéficiaire, puisse aujourd'hui se mettre à chercher à démolir la Constitution du 18 février 2006, qui est le plus grand fruit de cet accord. Dans les lignes qui suivent, nous allons démontrer comment M. Kabila et ses acolytes ont multiplié les initiatives dans ce sens, et l'Office national d'identification de la population, ONIP, est leur dernière trouvaille. L'objectif poursuivi par M. Kabila et ses acolytes, c'est de confisquer la démocratie, c'est maintenir au pouvoir et instaurer une monarchie présidentielle dans notre pays. C'est un véritable complot contre le pacte républicain de Sun City et donc contre notre République. À défaut de malmener directement l'article 220 relatif au plafonnement des mandats, M. Kabila cherche maintenant à les contourner un après les autres et parfois concomitamment au moyen des révisions ou changements de la Constitution, de la manipulation de la CNI et maintenant du prétexte tout trouvé de la création de l'ONIP. Commençons par la révision ou le changement de la Constitution. Chers compatriotes, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, souvenez-vous, le 5 novembre 2007, à l'initiative du député Tshibambu Kalala, le bureau de l'Assemblée nationale avait été saisi officiellement d'une proposition de loi portant révision de la Constitution
assortie d'une pétition signée par 300 députés de la majorité. Cette proposition visait notamment l'article 197, le même de la Constitution, en violation de l'article 220. La tentative avorta suite à la mobilisation de l'opinion. 2 ans après, soit en août 2009, par une lettre officielle, les directeurs des cabinets de l'époque de M. Kabila avaient saisi les présidents des 2 chambres du Parlement aux fins d'obtenir la désignation de 2 représentants de chaque chambre du Parlement pour faire partie d'une commission chargée d'évaluer la mise en œuvre de la révision de la Constitution. Il fut envisagé de réviser les dispositions concernant notamment le mandat présidentiel pourtant interdit par l'article 220 et la composition du pouvoir judiciaire. Les forces vives et l'opposition avaient vigoureusement contesté les caractères inconstitutionnels de la démarche, de surcroît initiée par interinstitutionnel, un organe non prévu par la Constitution. Comme on peut le constater, c'est depuis plus de 7 ans maintenant que l'article 220 est sur la ligne des mires de M. Kabila. En 2013, le secrétaire général du PPRD, M. Évariste Bochart, l'actuel ministre de l'Intérieur, avait relancé les débats en faveur d'une révision totale de la Constitution en publiant les livres entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Nous avions tout de suite réagi en lançant une campagne de sensibilisation et de vulgarisation auprès de notre population intitulée « Touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC » pour contrer sur toute tentative de modifier les dispositions verrouillées de la Constitution. La campagne avait fait mouche et tempéré les velléités de la mouvance kabiliste qui n'avait pourtant pas abandonné le projet. Ainsi, sous prétexte de la recherche de la cohésion nationale, M. Kabila a organisé entre septembre et octobre 2013 ces concertations qu'il a qualifiées de nationales, avec l'idée d'élargir sa mouvance à d'autres forces politiques dites de l'opposition pour détruire l'orthodoxie démocratique fixée dans la Constitution actuelle et la remplacer par une démocratie consensuelle. En son temps, nous avions dénoncé les coups d'État constitutionnels et la démarche a lamentablement échoué. Vous pouvez le constater. Un cadre du PPRD va ensuite mener une campagne à partir de sa chambre d'où il aurait récolté dans une pétition plus de 140 000 signatures des concitoyens réclamant un référendum en faveur du changement de la Constitution. C'est sûr que les archives de cette pétition doivent encore se trouver dans sa chambre. Le 9 juin 2014, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement avait annoncé la révision de quelques articles de la Constitution. Et plus tard, 4 projets de loi portant révision soit des dispositions constitutionnelles ou portant sur la loi électorale seront déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de Sauvons la RDC, nous avions farouchement combattu cette initiative et nous poursuivons toujours la campagne contre ces projets. Aux dernières nouvelles, et selon une caricature de la presse locale, ces projets auraient été volés du bureau du président de l'Assemblée nationale par les opposants. En marge du sommet États-Unis-Afrique d'août 2014, les experts de M. Kabila en révision constitutionnelle ont soutenu, lors de la réunion organisée par le National Endowment Democracy, NED, que le peuple qui a verrouillé certaines dispositions de la Constitution peut également les déverrouiller par un référendum populaire. Dans notre intervention lors de cette rencontre, nous avions rappelé à ces experts
que dans la finalité de notre Constitution, le peuple fondateur, pouvoir constituant, avait imposé des limites au peuple constitué, pouvoir constitué. Nous avons été entendus. Dans ce qui demeurera comme le couronnement de ces projets funestes, un autre cadre du PPRD, communicateur de son État, va publier un cynique ouvrage fourre-tout intitulé « Plaidoyer pour la 4e République ». Cet ouvrage, paru en août 2014, a été récusé de la même manière que fut entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation d'Évariste Bochart. Il n'y a donc plus de doute possible, et comme on peut s'en rendre compte, la volonté et la détermination de M. Kabila et ses affidés de violenter la Constitution pour des raisons personnelles étaient et demeurent manifestes. Seulement, voilà, la pression interne que nous avons tous exercée avec la population, la société civile, la SENCO et les professeurs d'université contre la révision ou le changement des constitutions d'une part, les déclarations fermes du secrétaire d'État américain John Kerry, de l'envoyé spécial du président américain Ralph Feingold, de l'ONU, les événements survenus au Burkina Faso et la récente intervention musclée du président français François Hollande lors du 15e sommet de la francophonie d'autre part, ont refroidi les velléités de M. Kabila de malmener directement la Constitution. Ni donc sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale, ni les pouvoirs de l'argent ne peuvent aujourd'hui lui être d'une quelconque utilité. Pour cela, le peuple souverain y veille. C'est ainsi que M. Kabila a maintenant décidé d'actionner simultanément deux leviers de secours, la CENI et l'ONIP, qui se trouvent être la dernière trouvaille du vendeur d'illusions. De la CENI, parlons-en quelques minutes. En ce qui concerne la CENI, il vous souviendra que dans son allocution à la 69e Assemblée générale de l'ONU, M. Kabila, plutôt que de dire ce qu'on attendait de lui, à savoir qu'il respecterait la Constitution de la République, avait par contre annoncé qu'il s'en tiendrait au calendrier de la CENI de M. Malumalu. Il est resté donc fidèle au schéma qu'il avait tracé. Mais malheureusement, M. Malumalu a été contré par les Congolais car sa stratégie de déverrouiller l'article 220 en passant par la révision de l'article 197 a été mise à nu. Aussi, son obstination à organiser les élections locales, nous nous sommes opposés farouchement. Il voulait mettre de l'huile au feu, selon l'expression de M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo, dans son exposé au Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre dernier. C'est l'essence qu'il faut donner à la pétition Malumalu dégage que notre plateforme Sauvons la RDC avait lancée en rassemblant plus de 60 000 signatures et de l'action que nous avons initiée avec d'autres forces politiques, d'actionner les leviers de l'Office national d'identification de la population ONIP pour obtenir un glissement au-delà de 2016. C'est le nom. Que cache le mien? Comme dans l'histoire du roi Akab, la matière pour démonter cette énième supercherie de M. Kabila. Pour ce faire, nous allons nous servir des discours à la fois du nouveau directeur général de l'ONIP, M. Manu Moulenda, et du ministre sortant de l'Intérieur, M. Richard Mouyej. Considérant la détermination de M. Kabila à demeurer au pouvoir tel que décrit si haut, nous poserons des questions à chaque fois et ou commenterons leurs déclarations pour en exposer la fraude qui sous-tend la création de cette structure. Pour justifier la création de l'ONIP, M. Lumanu, lors de sa présentation
à l'hôtel Kempinski, Fleuve Congo. Lors de la présentation des membres de l'ONIP, il a soutenu ce qui suit. 1. Le dialogue intercongolais de Sun City, à l'origine des options fondamentales de la Troisième République, par sa résolution numéro DIC/CPR 03, subordonnée l'organisation des élections voulues libres, démocratiques et transparentes à l'identification et au recensement des nationaux. Voilà les commentaires que nous faisons. Pendant plus de 11 mois, 11 ans, voulais-je dire, pendant plus de 11 ans, on a piétiné sur cette résolution. Entre-temps, on a organisé 2 élections sans remplir ces préalables du recensement des nationaux. Posons-nous alors cette question. Pourquoi seulement maintenant et à la veille des élections de 2016, pourquoi? On peut encore continuer à poser des questions. Une autre question. Comment peut-on, à la lumière de notre propre expérience, de la gestion de la chose publique, qualifier ces comportements? Est-ce une mauvaise gouvernance, absence de volonté politique, mauvaise foi, tentative de berner une fois de plus les Congolais ou gangstérisme d'État? Dans ces derniers cas, il faut rappeler que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Article 64, alinéa 2 de notre Constitution. Monsieur Lumanou nous dit, je cite, en 2005-2006, la CEI a constaté que l'une des difficultés dans la collecte des données relatives à l'enrôlement et l'identification des électeurs résidait dans l'inexistence d'un fichier d'état civil fiable. Posons-lui alors cette question. Pourquoi n'avait-on pas alors corrigé cette insuffisance après les élections contestées de 2006? Pourquoi? Davantage, M. Lumanou et les développements organisés en 1994 au Caire, en Égypte, et en 2004 à Dakar, au Sénégal, qui soulignent, je cite, pour tout gouvernement, la nécessité de disposer d'informations démographiques, économiques et sociales fiables et à jour pour une bonne planification du développement. Point de citation. Voici notre commentaire à ces propos. Nous observons que c'est une des motivations qui avait présidé à la signature par le Premier ministre Adolphe Muzito du décret numéro 09/32 du 8 août 2009. Je répète, le décret du 8 août 2009 prescrivant un recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Décret par ailleurs contresigné par le ministre du Plan Olivier Kamitatu, le même. En chargeant donc le ministre du Plan de l'exécution de ces décrets, si vous lisez les décrets dans son article 5, vous allez les constater, les législateurs étaient bien conscients que son ministère avait la tutelle de l'Institut national de la statistique qui dispose de fonctionnaires et experts en la matière. L'INS, Institut national de la statistique qui dépend du ministère du Plan. Donc, la mission d'organiser les recensements était dévolue au ministère du Plan, à l'INS, par le truchement du ministère du Plan. Question. Pourquoi n'a-t-on pas procédé à ces recensements depuis 2009, c'est-à-dire depuis 5 ans? Depuis 5 ans, il y a un décret prescrivant les recensements de la population. Et pourquoi depuis 5 ans, on n'a pas procédé à ces recensements? Autre incongruité à relever, c'est l'enchevêtrement dans lequel M. Lumanou s'engouffre
notamment dans les axes de collaboration entre l'ONIP, le Bureau central des recensements, l'Institut national de la statistique et la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que dans les types de recensement, les sites administratifs, scientifiques et électoraux. Cela fait tout simplement désordre. Je ne veux pas vous embarquer dans ces désordres. En effet, tout le monde le sait, le membre du gouvernement en premier lieu, qu'il existe un établissement public dénommé Institut national de la statistique, INS, qui est qualifié pour faire les recensements. Pourquoi n'a-t-on pas sollicité cet institut? Nous reposons la question et nous insistons. Au stade actuel, conformément à l'article 9 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, c'est à cette dernière que le législateur a confié les attributions d'organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales et référendaires, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs. Vous pouvez voir, vous référer à l'article 9 de cette loi organique. Par conséquent, ce n'est pas d'un recensement administratif dont le pays a besoin maintenant, plutôt que M. Malumalu dégage de la CENI pour que l'on procède à l'actualisation des données démographiques existantes par l'audit du fichier électoral et d'adopter la loi sur la répartition des sièges aux fins de réactiver le processus électoral. Mais encore mieux, ce n'est pas ça. Il faut aujourd'hui que M. Malumalu dégage de la CENI et dégage de la CENI qu'on mette quelqu'un de compétent, quelqu'un de neutre, quelqu'un de capable, de valable, pour que la CENI fasse son travail. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'il faut procéder à une nouvelle opération d'enrôlement des électeurs. C'est moins coûteux, parce que M. Malumalu a refusé de faire l'audit du fichier électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très simplement, on procède à l'identification, à l'opération d'enrôlement des électeurs. Comme ça, nous allons avoir un fichier électoral beaucoup plus crédible. Qui plus est, les administrateurs actuels de l'ONIP, revenons un peu à l'ONIP, ces administrateurs ont été nommés S-qualité et représentent le Premier ministre, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, l'Agence nationale des renseignements. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. L'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations et la Direction générale de l'ONIP. Il saute aux yeux que nous ne sommes pas en présence d'un établissement public, mais plutôt d'une institution éminemment politique. De ce point de vue, M. Malumalu a tort d'affirmer que l'ONIP est notre œuvre commune. Il s'agit plutôt d'une structure mise en place pour tirer les choses en longueur et permettre à M. Kabila de demeurer au pouvoir en violation de la Constitution. Plus grave, puisque l'identification des nationaux pose fondamentalement la question de qui peut être électeur ou éligible. Qui peut être électeur ou éligible? Il est plus qu'important de rappeler qu'en 2006, les députés José Makila avaient par une motion demandé la mise en place d'une commission d'enquête, car la plupart des animateurs des institutions nationales auraient une double nationalité, en violation des dispositions de la Constitution, notamment l'article 10. La plénière de l'Assemblée nationale, réunie le 12 février 2007, avait décidé d'accorder un moratoire de 6 mois, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale adopterait un amendement à la Constitution et à la loi sur la nationalité. Il s'est agi en réalité d'une violation
flagrante de la Constitution. Ces moratoires durent depuis plus de 7 ans maintenant. Alors, posez-nous encore une question. Question. Va-t-on procéder à l'identification des Congolais sur base de l'article 10 de la Constitution dans sa lettre ou sur la base du moratoire de 2007? Il faut qu'on se pose cette question. Qu'en sera-t-il des provinces à l'est de notre pays où non seulement règne l'insécurité, mais existe aussi une sérieuse crise identitaire? On veut donner des cartes d'identité à qui? À tout le monde? Alors, que l'ONIP, établissement public, n'existait même pas, car créé le 31 décembre 2011. Notez, l'ONIP a été créé le 31 décembre 2011. J'insiste, les derniers jours de l'année 2011. Monsieur Loumane, alors tout-puissant vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Aménagement du territoire, a signé le 16 décembre de cette année-là, de 2011. Donc, 15 jours avant, ou 14 jours avant. Il a signé donc le 16 décembre 2011 avec l'entreprise Huawei Technologies les contrats numéros. Je vous donne le numéro du contrat. 2665B, barre Minint, barre BSECO, barre DG, barre DPM, barre JPKM, barre 2011, pour un montant de 479 785 670 000 $, portant sur la fourniture d'une solution pour la constitution et l'entretien du fichier d'état civil congolais. Huawei qui devait faire ce fichier d'état civil congolais. Non seulement que nous demandons si cette dépense avait été prévue au budget 2011 de l'État, mais il nous semble aussi que nous sommes ici en présence d'un cas de délit d'initié, punissable par la loi. Ironie du sort, Monsieur Loumane nous apprend que 4 ans après la signature du contrat avec la firme Huawei, le contrat n'a pas à ce jour connu un début d'exécution. Pourtant, d'après l'agence de presse congolaise, ACP, du 20 juillet 2014, nous citons, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez, a déclaré tout est mis au point à ce jour pour que les opérations électorales de 2016. Mensonge d'État. Comment faire le recensement dans un délai record, dans un pays sans infrastructure, sans vrai état civil et sans experts en recensement? Comme on dit, montez, il en restera toujours quelque chose. Voilà ce que nous pouvons conclure de tout ce qui précède. On peut aisément se rendre compte que M. Kabila tient à se maintenir coûte que coûte au pouvoir au-delà de 2016. Pour cela, il est suspendu à une philosophie de base, refuser ou changer la Constitution, sinon obtenir un glissement au moyen de la CENI et de l'ONIP. Par ailleurs, nous pouvons constater que depuis l'arrivée de M. Kabila au pouvoir, le peuple congolais connaît plusieurs cas d'insécurité créés par Moutebousi. Le professeur Kalele reviendra certainement sur ça. Koundaba Touaré, Bosco Tanganda, le FDLR, Adef Nalou, LRA et de nombreuses milices nationales et étrangères, le Mbororo, la création de Koulouna, les Bakata Katanga, l'entrée des armées rwandaises et ougandaises en RD Congo, le CNDP alias M23, l'expulsion des Congolais du Brazzaville, le massacre répétitif des civils sans défense à Béni. Avec cela,
il opère une mise en place suspecte, c'est-à-dire M. Kabila, il opère une mise en place suspecte au sein de l'armée comme s'il s'est préparé à la guerre en créant des régions militaires. Pour nous, il s'agit là de la politique de la terre brûlée, pour qu'à terme, il puisse décréter un état d'urgence, un état de siège et ne point organiser les élections de 2016. Voilà pourquoi, depuis le mois de novembre dernier, nous avons lancé une nouvelle campagne. Peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi. Et nous disons à M. Kabila, nous lui demandons des choses. Que M. Kabila puisse dire au peuple congolais qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2016 et qu'il ne tentera pas non plus de toucher à la Constitution de la République, particulièrement dans ses dispositions verrouillées. Nous lui demandons, et à son gouvernement, la suppression pure et simple de l'Office national d'identification de la population ONIP, car il n'est qu'une manœuvre dilatoire visant à retarder la tenue des élections. Au peuple congolais, nous lui demandons deux choses aussi. Premièrement, de boycotter et de rejeter toute initiative ou opération tendant à éviter ou à contourner les élections en 2016. Deuxièmement, de se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen tel que fixé à l'article 64 de la Constitution. De se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen tel que fixé à l'article 64 de la Constitution, c'est lui de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution de la République. Nos amis du Burkina Faso viennent de nous donner l'exemple, de nous montrer l'exemple, et nous ne pouvons que suivre cet exemple. Au Quinois, nous lançons un appel patriotique de venir nombreux et nombreuses le 11 janvier 2015 à l'esplanade du stade de Martyrs pour assister à notre meeting populaire au cours duquel nous élaborerons davantage sur les questions brûlantes de l'heure. Chers Quinoises et Quinois, ne manquez pas ce meeting du 11 janvier 2015. À la communauté nationale et internationale, nous disons 1. Nous devons d'urgence restructurer la Commission électorale nationale indépendante pour lui permettre d'organiser les élections libres, transparentes et crédibles. 2. Nous devons refaire les opérations d'enrôlement pour avoir un fichier électoral crédible et aussi donner la chance à tous les jeunes qui ont atteint la majorité de remplir leur devoir civique, c'est-à-dire aller voter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous remercions pour votre attention. Pour votre exposé, je pense très bien que ce peuple nous a acclamé parce qu'ils ont attendu ce que vous avez parlé, c'est dans leur idée. Et c'est leur aussi projet pour ce pays. Et vous les journalistes, vous avez suivi aussi attentivement, gardez vos questions directement 3 personnes. Alors je passe la parole à professeur Kadele, qui est le président. Ok, je m'excuse.
C'est Christopher, le coordonnateur de la société civile de la FCC. Mesdames et messieurs, je n'ai pas un texte. Au regard de notre texte principal qui venait d'être lu, je voudrais rafraîchir votre mémoire. Oui. La République démocratique du Congo, c'est notre appellation. La démocratie est la base même, la valeur tampon qui détermine notre identité. Depuis 1960, nous n'avons jamais des sociodémocratiques. C'est-à-dire on nous a gérés de manière à servir les intérêts étrangers. On ne va pas remonter l'histoire, mais depuis 60, vous savez qu'il y a eu une guerre immédiatement après notre accession à l'indépendance qui a entraîné beaucoup de morts. Après, la dictature Mobutu s'en est suivie et l'arrivée de l'AFDEL. Jusqu'à présent, si nous voulons faire un bilan, vous constaterez que les différents conflits en RDC ont enregistré des milliers de morts et rivalisent avec les deux premières guerres mondiales. Et au-delà de cela, en termes d'atrocité, ils dépassent la Shoah, les razzias de Boko Haram, les entreprises des islamistes mises ensemble. Mais curieusement, ce conflit est mal documenté et non exploité. Aujourd'hui, le monde sait qu'en termes de violation des droits de l'homme, le Congo a atteint le niveau jamais égalé, parce qu'hier nous fêtions la 66e année ou le 106e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les atrocités connues au Congo n'ont jamais été égalées par un autre pays. Et nous avons sur notre territoire, il y a 15 ans maintenant, le plus grand contingent des Nations Unies. Et jusqu'aujourd'hui, on est loin de voir le bout du tunnel. Tout est fait lorsqu'on parle d'une guerre pour que la guerre d'abord ne se termine pas et le Congolais ne préside pas sa destinée. Alors que la guerre elle-même se définit comme un conflit armé mettant en prise deux collectivités politiques dont l'objectif ou la finalité, c'est d'imposer sa volonté en cas de victoire à l'autre collectivité. Mais au Congo, ce qui est curieux, la volonté politique de certains pays d'une coalition mafieuse nous est imposée jusqu'aujourd'hui dans le système politique. C'est cela que nous vivons actuellement. Et à tout moment, l'ennemi change de stratégie. Tantôt, c'est la CENI qui est instrumentalisée. Et aujourd'hui, c'est l'ONU qui vient d'être introduit dans la stratégie pour finalité ne pas permettre au peuple congolais souverain primaire de présider à sa destinée. Aujourd'hui, le territoire, au regard de la prévalence des droits miniers ou des titres miniers sur les titres fonciers, au regard de la configuration de la carte de récolte minière, vous verrez que toute la partie de l'Est ne nous appartient plus. Pourquoi? Parce que ces titres sont attribués à des étrangers. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Avec
à côté des nouveaux propriétaires, non, à côté de nouveaux titres, il faut de nouveaux propriétaires, c'est-à-dire de nouveaux citoyens. Et pour créer ces citoyens, on a mis en place l'ONIC qui va attribuer une nouvelle identité à ces citoyens-là. Le territoire leur appartient déjà. Et il y aura des nouveaux citoyens sur ces territoires et le jeu sera bouclé. Mes chers frères et sœurs, au regard des éléments techniques qu'on vient de développer ici, nous pensons qu'il y aura des échanges qui vont aboutir à ce qu'aujourd'hui, une option claire soit levée sur M. Kabila, qui ne gère pas pour les intérêts des Congolais, qui n'est qu'un mercenaire placé à la tête du pays pour gérer les intérêts étrangers. Il va s'en suivre que des grandes résolutions en termes de décision. Pas de décision, mais un élan collectif puisse sortir de cette salle et contaminer tout notre peuple pour que nous mettions en échec toutes ces velléités. Je vous remercie. Le coordonnateur Christopher, pour votre exposé, vous savez très bien qu'il y a notre texte qui est principal. Il a fait que compléter d'autres idées et nous pouvons maintenant écouter le professeur Kalele, le président de FTNC et coordonnateur adjoint de Force Acquise au Changement. Professeur, vous avez la parole. Je voudrais simplement donner un peu plus de détails à notre texte pour ceux qui l'auront à la page 8 et 9. À ce niveau-là, nous parlons de l'insécurité en République démocratique du Congo. Il y a une thèse que la situation que nous vivons à Béni ces derniers temps relève d'une insécurité voulue et planifiée. Que la situation que nous vivons à Béni n'est pas une première dans l'histoire de ce pays. Elle a des ancêtres. La situation que nous vivons à Béni ces derniers temps et la manière de réagir des Congolais nous restitue dans le reproche qu'on nous a toujours fait. Peuple apathique, peuple facile à diriger. Donc, Béni. Les médias internationaux nous informent qu'il y a égorgement systématique, répétitif, pratiquement tous les 2 ou 3 jours. Comment pouvons-nous expliquer cela au moment où le gros de ces troupes a béni? À la même période, l'on a parlé de la présence de drones pour surveiller l'espace. Comment expliquer cela quand on sait que les agresseurs ne viennent pas à l'improviste? Ils commencent par lancer des tracts. Nous viendrons tel jour pour tuer. Ils nous préviennent. Ils viennent, ils le tuent, ils rentrent très calmement. Ils reviennent, ils égorgent et rentrent très calmement. Comment expliquer cela quand on sait que du rapport des députés qui se sont rendus là-bas,
nous avons appris de leur bouche qu'il y a des officiers militaires qui interdisent à leur ordre de troupes d'intervenir quand il y a des crises. Comment pouvons-nous expliquer ce qui se passe à Béni quand on sait que la MONUSCO, les FARDC ont donné 2 numéros verts? Dès qu'on coopère chez vous, appelez-nous. Mais quand ils appellent, tous ces 2 numéros, curieusement, sont fermés. Comment pouvons-nous nous expliquer cela lorsqu'on sait que M. Kabila, en sa qualité de président de la République, s'est rendu à Béni, a donné des assurances que la sécurité allait être renforcée. 2 jours après son départ de Béni, la situation s'est empirée et continue à s'empirer. Comment pouvons-nous nous expliquer la situation à Béni quand on sait que l'opération Sokola dans une région névralgique avait été suspendue? Comment pouvons-nous nous expliquer cela quand les informations ont connu des mois d'impaiement? Certains 3, d'autres 6. Je pense que la réponse très claire est que c'est dû. Vous savez que quand les Belges ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée, la sécession du Sud-Qatar, pour dire après nous le déluge. Ils ont détruit une bonne partie qu'ils avaient mise en place. Dans l'Iran, quand Mobutu s'est vu menacé il a fait exactement la même chose. À partir du Katanga, l'épuration ethnique, les tentatives de guerre intertribales et interethniques, Kisangani, vous connaissez le principe, Bakuyakuya, Kila Mamba na Kivuku Yake, Bandundu, même la ville de Kinshasa ici, avec Mongolou Diaka, on a tenté, mais on a échoué de faire éclater les guerres interethniques. Lorsque nous pensons qu'en janvier 2010, Jeune Afrique a publié un article, Joseph Kabila sur les traces de Joseph Mobutu. Ne croyez-vous pas que ce que nous vivons à Béni se situe dans cette logique de désordre à créer et créer chaque fois qu'on arrive à la fin d'un règne? Je vous laisse répondre. 2. Nous croyons également que c'est du voulu parce que depuis que nous avons ce système, Kabila, sa caractéristique fondamentale, c'est la permanence de groupes armés qui terrorisent le pays et sous l'œil complaisant du pouvoir en place. Dès 2004, nous avons eu l'opération Moutebous, la prise de Bukavu. Cette opération a été suivie par l'intensification des opérations de FDLR dans la même région. Nous sommes à Libreville. La Commission de l'Union africaine demande que le Congo lui désigne de lui-même 3 pays africains qui viennent avec leur armée pour chasser les FDLR du Congo. Le gouvernement congolais refuse, préfère envoyer M. Toumba Luaba
négocié avec les FDLR sous l'égide de Santé Didio et leur demandé s'ils voulaient bien partir. Ils ne sont pas partis. La même demande a été répétée en avril au 4e sommet de l'Union africaine à Abuja. Sans suite. Bien au contraire, le gouvernement, le pouvoir en place, fera officiellement appel aux armées rwandaises, ougandaises, burundaises, soi-disant pour faire partir les FDLR. Ils ne sont pas partis. Après les FDLR, nous avons connu les CNDP. On nous a dit qu'on allait extrader Mutebussi. Il semble qu'on n'a jusqu'à aujourd'hui pas trouvé une maison à Kinshasa pour le mettre. Il n'a jamais été extradé. Vous êtes témoin. Bien au contraire, nous avons signé le 23 mars 2009 un accord de paix avec M. Mutebussi qui, curieusement, en son article 12, alinéa 7, stipule tous les Rwandais blessés ou tués à la guerre contre les Congolais, le gouvernement congolais est tenu de les indemniser. Lisez l'accord. Le même accord va être répété avec le M23 en changeant simplement la place des articles. Exactement le même accord. Et le M23 qui agresse est pris en charge à Kampala par le pouvoir congolais. Alors qu'il pille nos richesses et qu'il lève les impôts. Le M23 perd Rutshuru, l'ordre est donné par le pouvoir congolais au FARDC d'évacuer Rutshuru pour le laisser à la disposition des envahisseurs. Ce sont des faits que nous vivons. Et lorsque les militaires congolais s'illustrent dans les opérations contre les agresseurs, ils subissent un sort regrettable. Prenez le cas de Bouzamade, de Mutebussi. Vous avez vu comment on a pleuré Mutebussi ici, saboté les funérailles. Non, Madou, c'était dans un camp militaire au rite musulman confondu aux autres militaires tués. Nous avons accompagné la dépouille jusqu'au cimetière musulman, et vous savez comment les musulmans enterrent, de Kintambo. À la fin de la semaine, il y a eu pluie et la tombe s'est écroulée. Donc, il y a, à notre sens, une logique de la politique de l'insécurité. Et lorsque la communauté internationale redemande que les FDLR qui ont trop tué au Congo, qui ont trop tué les Congolais, que nous appelons naïvement nos Congolais rebelles, mais ils ne sont pas rebelles contre leur pays, des Zadef Lalou. Vous avez appris qu'ils ont déjà brûlé combien de villages en Ouganda, tué et violé combien de femmes au Rwanda. C'est nous qui les hébergeons, qui payons le prix. Donc ils sont rebelles contre nous, les hébergeurs. Quand la communauté internationale demande que les FDLR des armes, on leur donne un moratoire 3 mois, le pouvoir congolais dit 3 mois c'est trop peu, il faut 6 mois. Quand la communauté internationale décide qu'ils doivent rentrer chez eux au Rwanda,
le pouvoir congolais dit non, je vais les relocaliser à Kisangani et à l'Équateur pour les récompenser de leur tuerie. Des Congolais. En plus, c'est le M23 qui nous a tués. Maintenant, on fait appel à lui pour qu'il revienne au Congo. Donc, tous les anciens tueurs, nous les récompensons. Il y en a qui créent des partis politiques avec notre autorisation pour nous concurrencer dans la conquête du pouvoir. C'est nous des putes, etc. Il y en a qui deviennent ministres, parlementaires, et dans toutes les institutions, vous pouvez le faire. Regardez même dans votre gouvernement actuel. Vous avez des ministres comme ministre M. Serefou. Mais à l'époque, ce Serefou lisait le rapport de l'ONU sur les pillages des richesses du Congo. Ce monsieur, son nom est cité là-dedans, comme étant à la tête d'une milice de 3000 éléments appelée TDR, tout pour le développement du Rwanda. Donc, je conclus, mes chers compatriotes, à l'heure actuelle, ce n'est plus le moment de pleurer. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup blagué. Je pense que la balle est dans notre camp. Nous sommes un peuple drôle. Depuis la colonisation, les rapports secrets belges, congolais, anglais, et français et anglais disaient du Congo, c'est l'empire du silence. Ces gens-là, on peut les malmener, ils ne ripostent pas. C'est des moutons faciles à diriger. On massacre chaque jour, aucune réaction. À Kinshasa, nous continuons à danser et à chanter. C'est comme si ça se passait sur une autre planète. Vous avez vu la France, pour un monsieur qui n'est même pas français d'origine, adopté. On a mobilisé tous les médias pour ce monsieur-là. Il est libéré contre les Africains. Et c'est le président de la République française qui va l'accueillir à l'aéroport. Lorsqu'on tue à Beni, etc., la première fois aux funérailles officielles, il n'y a eu que Kobler, aucun officiel congolais. Après, nous sommes rendus là-bas, les Congolais, pour question des frais de mission. Mais les tueries continuent. Je crois que nous sommes chez les prêtres, avant de sortir, il faut demander qu'on vienne nous exorciser. Nous sommes un peuple drôle. On ne connaît pas un autre peuple au monde qui peut subir ce que nous subissons et rester apathique. J'ai pris beaucoup de votre temps, je vous remercie. Pour votre exposé, je pense, les amis, les journalistes, vous avez suivi avec l'attention, journalistes. Nous allons prendre le premier lot des 5 questions. Deuxième lot, 15 questions, et on termine. Présentez-vous d'abord. Je suis monsieur Justin Bazang, monsieur étudiant à l'Université catholique. Honorable Martin Fayou, ma question est de savoir qui a fait revenir, ou soit qui ont fait revenir monsieur l'abbé Maloumalou comme étant le gérant de la CENI. La deuxième question, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un patriote compétent, à part Maloumalou en RDC, pour gérer la CENI? Ma troisième question s'adresse au professeur Kalele. Monsieur le professeur, je voulais savoir,
pourquoi en RDC, pendant la deuxième ou la première république, nous n'avions pas connu de guerre par rapport à la troisième république, donc par rapport à l'ère actuelle. Je vous remercie. Au cordon honorable Youlou, qui a demandé de la mobilisation de la part du peuple congolais et qui a adressé aussi un message à la communauté internationale. Mais parmi les reproches que la communauté internationale adresse à la classe politique congolaise, particulièrement à l'opposition congolaise, figure la faible capacité de mobilisation du peuple pour les manifestations. Vous avez évoqué le cas du Burkina Faso. Si la communauté internationale est intervenue pour le cas du Burkina Faso, c'est parce que le peuple a pris les devants. Que comptez-vous faire pour que le rendez-vous du 11 janvier que vous venez d'annoncer ne soit pas un rendez-vous manqué, dans la mesure où vous avez habitué au peuple congolais de donner de l'argent pour assister à ce genre de manifestations? Quel paquet vous mettrez pour que je sois déjà dès aujourd'hui que j'aille faire campagne par rapport à cet argent-là? Parce que je vous préviens, si vous ne mettez pas les paquets, ils ne seront pas nombreux et la communauté internationale ne s'alignera pas derrière vous parce qu'il n'y aura pas assez de gens. De deux, le professeur Kalele nous a informé ici que le M23 c'était une organisation pour les pillards. De là une question. Pourquoi lorsque l'un d'entre nous va auprès de la frontière, nous ne levons pas la voix pour exprimer cela, pour alerter la population? Dans le M23, nous savons qu'il y a eu certains parmi les membres de l'opposition. On avait cité les Lumbala. Oui, mais quand on pose la question aux membres de l'opposition, il y en a qui préfèrent ne pas parler de cette question-là. Cela a fait que la population congolaise commence à en avoir un peu marre, pensant que les politiques que vous êtes en train de parler rien que pour vos intérêts. Cela a été évoqué par le président Fayulu, qui a d'ailleurs dit que c'est l'opposition qui ont rejoint le gouvernement, ils ont fait agrandir la famille politique de la majorité. La question, c'est une manifestation de l'intérêt de la conférence. Je vais ramasser certaines questions. Je pense que la première question, la première observation et la deuxième observation qui demande qu'on se remette à cause en tant qu'élite et qu'on chute sur le principe de guérir le mal à la racine. Je n'ai pas d'objection. Quand nous parlons du peuple congolais, c'est la masse et les élites congolaises. Nous sommes tous concernés dans cette lutte. Malheureusement aussi, lorsque l'élite développe un certain discours, nous attendons à gauche à droite, c'est la théorie. Mais vous êtes des scientifiques. Une pratique sans théorie, elle est stérile. C'est pour cela qu'on fait ce genre de réflexion. Tous les Congolais, à quelque niveau qu'ils se trouvent, sont concernés par le problème de la lutte, de la libération, de la lutte contre le système, de la lutte contre l'animateur du système. Le problème de
changement de langage. Je préfère parler plutôt de l'unité de l'opposition. Mes chers amis, je vous invite à ne pas répéter des choses comme les phonographes. Vous savez très bien que tous ceux qui se clament de l'opposition ne sont pas de l'opposition. Vous le savez très bien qu'il y en a qui se disent opposants, mais qui sont des infiltrés du pouvoir au sein de l'opposition. Est-ce qu'on va continuer à commettre l'erreur de mélanger les choux et les brebis et les chèvres? L'exemple de l'union sacrée de l'opposition. Vous en savez beaucoup de choses. On a pris tout le monde intérieur. Et voyez votre gouvernement actuel. Les gens qui se disaient hier que l'opposition, ils sont tribal, ethnique. Il y a beaucoup de gens de l'opposition qui regrettent que leur province n'ait pas eu pour opérer une élection. Notre but, ce n'est pas de ramasser tout le monde, vendre des comptes. C'est clairement ici. Il y a eu sous Mobutu, et vous avez vu comment le régime à chaque fois répliquait. Il y a eu des incidents sous Laurent sont tombés sur Kinshasa. Et vous avez vu comment on a réagi tous d'un coup. Aujourd'hui, je dis, il y a trop de guerre et la persistance de la guerre parce que c'est voulu. On l'a suffisamment démontré que c'était voulu. Quand c'est voulu, il doit y en avoir plus. Lorsque vous battez contre les Congolais, vous, journalistes congolais, vous entrez dans les institutions. Pourquoi vous allez dire? C'est ça qui favorise. Enfin, il y a une question qui est due à cette question. L'opposition et le pays pour aller résoudre le cas de Roger Lumumba. Entendre dans une réunion tenue à Baden House, lui-même nous a informé officiellement qu'il en avait informé M. Kabila par l'entremise de M. Parce que Bosco Ntaganda m'a donné la même information. Il vous attend. Mais vous ne partirez pas d'ici. On va organiser le voyage. Vous partirez d'un autre pays. Ce qui a été fait. Lumumba est parti avec la bénédiction du pouvoir en place. Je crois que vous retenez ma parole. Voilà, merci. Docteur Sonji, votre question est pertinente pour votre réflexion. Est-ce que ce n'est pas un des facteurs de l'immobilisation ou la démobilisation de la population par notre inadéquation de ce qu'on propose et de ce qui devait être? Bon, c'est une réflexion. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui au peuple? Je crois que, moi je vous ai bien compris, mais notre démarche, c'est la démarche étape par étape. La démarche de chercher l'élément déclencheur. Au Burkina Faso, il y a eu ce qu'il y a eu parce qu'il y avait l'élément déclencheur. Docteur, vous et moi, nous étions à la conférence nationale souveraine.
vous et moi, nous avons marché le 16 février 92. Et nous avons participé à beaucoup de réunions à l'époque, quand vous étiez à l'époque au Front Patriotique avec le docteur Kabamba et Maître Kinkela. Et donc, il y avait cet élément déclencheur qui est arrivé. Donc, je crois que nous sommes totalement d'accord avec vous et il faut qu'on soit en adéquation avec le peuple. Mais nous pensons que ce peuple-là a besoin d'être informé, d'être formé et d'être sensibilisé. C'est pour cela que nous passons par ces étapes qui sont nécessaires, qui sont la fondation de l'action, la sensibilisation. Et vous voyez, nous avons dit ici, nous avons commencé dès que M. Bochab avait écrit son livre. Nous avons invité l'UDPS, et l'UDPS est là, c'est l'UDPS du président Etienne Tshisekedi, Bruno Tribala, membre fondateur, il a signé, il a été en l'UDPS depuis 32 ans, membre fondateur, il est là. Alors, et il n'a pas eu d'argent. Merci beaucoup. Merci, bien donc, je termine par là, nous devons travailler pour notre pays. Ce qui nous unit ici, c'est la RDC. Il y a des complices. La mission de l'Assemblée nationale qui est partie à Béni est revenue ici avec des informations accablantes en disant qu'au niveau du gouvernement, au niveau des institutions de la République, il y a des complices dans ce qui se passe à Béni. Donc, que voulez-vous? Et ce même rapport dit qu'il y a un chaos total. Il n'y a pas d'État, il n'y a absolument rien. Et nous allons laisser notre pays comme ça. M. Kabila vient, il dit que moi je vais laisser au pouvoir. Mais il va laisser au pouvoir pourquoi? Comme me disait Jean-Pierre en parlant d'Ali Bongo, qu'il aille se faire voir ailleurs. Mais ici, les Congolais disent non. Nous sommes venus pour développer nos intelligences respectives. Nous sommes venus pour dire, voilà, à chaque fois que M. Kabila et les siens font quelque chose, nous sommes là pour déceler la supercherie. Ils ont commencé par M. Bochab avec la révision constitutionnelle ou l'inaliénation de la nation. Et l'inaliénation de la nation. Et puis M. Comment il s'appelle, Mina pouvait passer dans les chaînes de télévision, dans les stations de radio, et puis les autres. Mais nous étions là pour dire non. Quand ils ont annoncé l'idée de l'ONIP, mais nous sommes venus le premier, nous avons organisé tout de suite un point de presse. Vous avez suivi? Nous avons appelé même les radios étrangères, RFI, ok, pour dire que voilà, nous tirons la sonnette d'alarme. C'est que l'ONIP, M. Kabila est en train de tout faire, mais il ne va pas arriver. Il avait commencé, quand il a vu que non, je n'arrivais plus à passer, il a demandé à Malou Malou de lui organiser les élections locales. Mais le 20 janvier, nous avons écrit à tous les parlementaires pour leur dire voici ce que M. Kabila veut des élections locales. C'est pour s'aimer la zizanie, créer des troubles partout et décréter un état de siège. Nous avons fait des voyages partout. Nous avons eu des discussions ici avec des gens qui hier nous disaient, même ceux de la communauté internationale, que si vous ne voulez pas des élections locales, nous n'allons pas vous suivre. Mais aujourd'hui, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis et c'est la même chose. Nous avons décortiqué tous les textes de loi que nous avons ici, tous les textes de loi. Et d'ailleurs aux siens que, oui, ils ont créé l'ONIP le 31 décembre 2011. C'est déjà ces stratèges. Regardez, parce que nous vous avons dit qu'ils ont une batterie de stratégies. Ils font ce que les Américains appellent scénario planning. Telle stratégie. S'ils font ceci, voilà comment nous allons faire. Telle autre stratégie, ils ont plusieurs stratégies. Mais nous les démontons une à une et ils ne passeront pas. Merci. Merci.
Question. Notamment la révision constitutionnelle avec plusieurs stratégies qu'on a montées. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'ONU. Alors, quelle restriction pouvez-vous faire à l'endroit de l'opinion nationale et internationale? Voilà, c'est très simple. Nous avons organisé cette conférence de débat sur le sujet que cache l'ONIP. L'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Nous avons voulu que le peuple congolais et même la communauté internationale comprennent que M. Kabila est en train d'aligner des stratégies, est en train d'aligner stratégie par stratégie, mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à passer. M. Kabila a commencé par chercher à réviser la Constitution. Cette stratégie, nous l'avons mis à nu et ça a capoté. Et après, ses acolytes ont dit non, on ne parle pas de révision de la Constitution, mais on parle du changement de la Constitution. Parce que le peuple qui a voté au référendum cette Constitution, lui-même aussi peut, la changer. Nous lui avons dit non, il y a des articles verrouillés et le peuple, c'est le peuple qui a verrouillé et ce peuple-là ne peut plus revenir. Après, il est passé à un autre stade. Le stade de mettre M. Malumalu à la CENI. Simplement parce que M. Malumalu devrait, par des voies détournées, contourner ou déverrouiller l'article 220, notamment en proposant la révision de l'article 197 sur le mode d'élection des députés provinciaux. M. Malumalu voulait que les députés provinciaux soient élus au suffrage indirect. Or que la Constitution dit les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct. Et cet article est protégé par l'article 220. Et comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, M. Malumalu est venu maintenant pour dire « Ah non, nous allons traiter les arriérés des élections de 2006 ». Voilà un